l'énergie, c'est vraiment important de recharger ses batteries quotidiennement. Souvent, on va dire vivement le week-end que je puisse enfin me reposer, vivement les vacances que je puisse enfin me reposer. Mais en fait, ça veut dire que du coup, on accumule de la fatigue, on accumule du manque. Et ça veut dire que l'énergie, elle sort et on ne prend pas le temps de la faire rentrer, de recharger ses batteries réellement. Les émotions, c'est un peu les messagers du corps. Une émotion, si je la ressens, c'est que j'ai un message à écouter. Et le problème, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans une génération où on nous coupe de nos émotions. Mais c'est normal et c'est juste de ressentir des émotions. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire. Et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial, car j'accueille de la famille. De la famille, oui, mais que je n'ai jamais encore rencontrée. Son nom n'est même pas un nom que je connaissais, ni même un nom de la famille. Et pourtant, il s'agit bel et bien de ma cousine, et pas si lointaine que ça. Je m'en serais même pas rendu compte si j'avais pas vu qu'elle était cousine d'une de mes cousines. Trêve de blabla, cet épisode est tout particulièrement spécial, car Christelle Bercesio, c'est son nom, et moi avons un parcours très similaire, et le moment que nous avons passé tous les deux était hors du temps. Christelle est naturopathe, réflexologue en énergétique chinoise et praticienne en massage. Elle est également formatrice pour une école de naturopathie et certifiée Life Coaching et Coaching Pro en neurosciences. Basée dans le sud de la France, pratiquant à la fois en ligne et en présentiel, elle accompagne ses consultants de manière dévouée. Passionnée de prévention de la santé, de la gestion des émotions, elle accompagne ses consultants de façon holistique et empathique. J'en connaissais pas autant sur la naturopathie avant de discuter avec Christelle, et c'est bien normal, mais j'étais agréablement surpris de voir que nos pratiques étaient très similaires et complémentaires. Je cite, « Le corps n'étant pas fait pour tomber malade, certains blocages émotionnels ou physiques peuvent mener à la maladie. » Ces mots sont ceux de Christelle. Et si tu as écouté les épisodes dans lesquels je t'explique ce qu'est l'Ayurveda, tu as certainement déjà entendu cette idée. Je trouve ça totalement fou et intriguant. C'est ça aussi la magie de la vie. Laisser la synchronicité faire son travail et lâcher prise. Et il n'y a qu'à entendre Christelle parler pour se rendre compte de la passion qu'elle a pour ses consultants et pour sa pratique. Elle se sert de toutes les cartes qu'elle a accumulées jusqu'ici dans sa main pour tout faire pour t'aider à vivre librement. La spiritualité, pour elle, c'est un moyen de faire revenir progressivement, simplement et de façon très pragmatique la santé et le bien-être. Comme elle le dit si bien, elle a à cœur de continuer à se former pour toujours mieux comprendre ses consultants et leurs problématiques. Elle a choisi de se spécialiser dans l'accompagnement des enfants. Et des enfants avec un grand E, car on peut aussi accompagner des adultes par ce biais, en les aidant notamment à se reconnecter à leur enfant intérieur. Et tout ça, ce sont ses mots. Si tu me connais déjà, tu sais que cette thématique me tient vraiment à cœur et qu'elle fait précisément partie de ma mission à moi aussi. Quand je te dis que le hasard n'existe pas, tu saisis l'idée. C'est un épisode qui, j'en suis sûr, va te faire réfléchir et avancer. À la fin, Christelle te partage une ressource de sa conception pour que tu puisses utiliser des techniques de réflexologie de façon autonome. Sans plus attendre, accueillons Christelle Bercesio.
Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour, Ben. Merci. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là, merci. Super. Eh ben écoute, pour commencer, j'ai une première question à te poser. Et cette question, c'est quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert? Alors, quel est le dernier cadeau que la vie m'a offert? Alors, c'est une très bonne question. En plus, moi, je pratique beaucoup la gratitude. Donc, je cherchais quelque chose qui sort un petit peu des clous, on va dire. Mhm. Alors, le dernier cadeau, ça serait... j'ai un petit bouchon qui est venu en consulte dans la semaine. Et un petit bout de 2 ans. Et en fait, pendant que je faisais la séance de réflexo, il y a vraiment eu une connexion avec ce petit. Et ça a été vraiment très, très fort. Et rien que d'en parler, tu vois, j'ai l'émotion qui remonte. Et ça, c'était vraiment un cadeau, en fait. Et puis d'avoir ce privilège de prendre soin de ce petit bouchon et qui est vraiment cette connexion très forte. Voilà, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Génial. Je crois que je le ressens en plus, j'en ai des frissons. Et je crois que j'ai vu une photo là-dessus sur les réseaux. C'est que ça, en fait, ça a été tellement puissant. La maman, du coup, elle a sorti le téléphone pendant la séance. Et on a eu vraiment, il avait un regard et vraiment, on a eu un lien, une connexion. Et puis on dit que les yeux sont les portes de l'âme. Alors Ouais, je dirais qu'il a touché mon âme, ce petit bout. trop bien. Moi, j'avais des frissons, tu vois, ça me touche vraiment. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, cette photo, il y a vraiment un vrai sens derrière. Et c'est pour ça que je l'ai mise j'ai changé ma photo de profil Facebook, du coup, et j'ai mis cette photo-là parce qu'elle a beaucoup de sens pour moi. Super, merci pour ce partage. Je t'en prie. Et du coup, pour commencer, tu peux nous dire comment t'en es amené à devenir naturopathe? Eh bien, alors c'était pas ma formation de base, c'est vraiment mon histoire, perso, hein, c'est souvent quand on se retrouve soi-même face à certains problèmes de santé et que la médecine traditionnelle, enfin allopathique, nous propose à 30 ans, des traitements lourds et compliqués et où je me suis dit: «Mais en fait, c'est juste pas possible, je peux pas commencer à prendre des choses si fortes et qui vont complètement me couper de mon corps et de ce que je ressens». Et donc, j'ai commencé à faire mes propres recherches et c'est comme ça donc que je me suis rapprochée de la naturopathie, que j'ai pris des grosses prises de conscience, en fait, hein, parce que mine de rien, on ne se rend pas forcément compte, mais on peut s'infliger beaucoup de choses. Hmm. Et les mêmes actes menant au même résultat, et ben, en fait, mes problèmes de santé, d'une certaine façon, j'avais une certaine responsabilité aussi. Et donc, en rectifiant l'hygiène de vie, l'alimentation, gestion des émotions, tout ça, ça m'a permis d'aller beaucoup mieux et sans passer par des traitements qui auraient pu être lourds pour mon corps, quoi. Ouais, bah ouais. Et donc, comme je suis passionnée et curieuse, en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment pareil, une vraie connexion, une vraie, et je me suis dit, mais en fait, ça me correspond vraiment. C'est ce que je veux faire et c'est ce que je suis faite pour ça, quoi. Super. Et Voilà. pourquoi cette branche de la médecine plutôt qu'une autre? Je sais pas si tu peux appeler ça une médecine, mais Alors, pourquoi faut qu'on cette branche fasse. plutôt qu'une autre? Alors, ouais, c'est vrai que sur Wikipédia ou l'OMS, on dit que c'est une médecine naturelle. Mais bon, au niveau des termes, il faut quand même faire attention. Ouais. Donc, moi, j'évite en tout cas d'utiliser ce terme-là. Hmm. Euh, Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Écoute, je dirais que c'est la vie qui m'a amené à... ça a marché sur moi déjà, tout Ouais, simplement. C'est ce qui a été efficace pour moi. Donc, j'aime bien tester et si c'est approuvé, si ça fonctionne pour moi, pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur les autres? Et puis j'ai un coup de cœur, donc voilà. ok, super. Et du coup, la réflexologie, c'est venu avant ça, après ça? Alors ça fait partie du cursus de naturopathe. Ok, Ça fait partie du cursus de naturopathe parce qu'un petit peu à l'image du médecin chinois, on est un peu multitâche, j'ai envie de dire. ouais, Donc tu as le côté conseil en hygiène de vie, conseil en alimentation, mais tu as aussi la partie massage et réflexologie. Et donc moi j'ai voulu pousser un petit peu plus et pas juste entre guillemets être praticienne ou technicienne en réflexo, j'ai voulu être réflexologue. Et donc, parce que j'ai vraiment eu, là, encore une fois, un coup de cœur sur l'énergétique chinoise, qui est une des branches de la médecine chinoise, euh, parce que ça nous permet d'avoir une autre approche, et c'est vraiment complémentaire, en fait, avec la naturopathie. ok. Ça, on dirait que ça se rapproche aussi de l'Ayurveda, où on parle de massage, d'alimentation, tout ça. Mais du coup, la nat- pour ceux qui connaissent pas la naturopathie, c'est quoi?
C'est le traitement de l'humain par les plantes ou comment t'expliquerais ça simplement? Comment j'expliquerais ça simplement? En fait, le naturopathe, on peut dire qu'il est aussi éducateur de santé. Mais en fait, c'est vraiment trouver l'hygiène de vie qui est conforme à la personne. Parce qu'on est tous différents. Moi, d'une séance, d'une consultation à une autre, je ne vais pas donner les mêmes conseils aux personnes. Et en fait, pour retrouver l'harmonie et l'hygiène de vie qui correspond à chaque personne, je vais avoir plusieurs outils. Donc, plusieurs outils comme la phyto, donc les plantes, l'aromathérapie. J'ai aussi la micronutrition. Donc là, on a une compréhension, une vision globale de comment fonctionne le corps. Et quand on voit cette façon de fonctionner, ben on va réfléchir donc au niveau de la micronutrition, de quoi le corps il a besoin. Et sachant que de nos jours, l'alimentation étant de plus en plus pauvre en micronutriments, donc là on va parler de tout ce qui est vitamines, minéraux, eh bien ça va être de la complémentation naturelle, on va dire, autant que possible, euh, pour venir soutenir l'organisme et à retrouver un mode de fonctionnement, on va dire, Équilibre. équilibre. Voilà. Super. Donc, si du coup quelqu'un vient dans ton cabinet, il peut s'attendre à avoir un accompagnement complet au final. C'est ça. Ok. Et moi, je dissocie. Alors, sachant qu'il y a certaines contre-indications sur la pratique de la réflexologie, mais je fais toujours, en fait, je dissocie pas les deux. Il y a toujours de la naturo et de la réflexo. C'est vraiment parce que la réflexo m'apporte aussi une vision, on va dire une autre lecture Ok. de la personne. Ouais, je comprends. Et Comment ça, des contre-indications? comme on fait une relance énergétique, sanguine et lymphatique, une personne par exemple qui est diabétique de type 2, non stabilisée, on ne va pas pratiquer de la réflexologie. Ok. Une femme enceinte de moins de 3 mois, je ne pratique pas la réflexologie non plus. Parce que on agit sur l'organisme, les gens le ressentent d'ailleurs. Pendant 24-48 heures, les personnes peuvent être fatiguées, un petit peu brassées émotionnellement, parce que justement, en fait, on relance l'énergie, on relance un petit peu la machine. Et donc, selon les pathologies ou les problématiques ou l'état, l'état au sens large de la personne, justement, on ne va pas prendre de risques en pratiquant de la réflexologie. Après, pour la femme enceinte, une sage-femme fait une ordonnance de non-contre-indication et à partir de 3 mois, on pourra pratiquer une séance. Mais voilà. Donc, Ok. Ouais, je pense que ça prouve que c'est puissant en fait. Parce que quand beaucoup de gens pensent réflexologie, on pense on va juste toucher les pieds et puis c'est tout. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, moi, ça me fait beaucoup rire quand ça arrive en séance, c'est quand justement j'appuie sur une zone et que la personne, il y a le ventre qui gargouille et je vois la tête qui se relève et qui me dit est-ce que c'est normal? Oui, je suis en train d'équilibrer et souvent. Voilà, non, c'est très. En fait, et certaines personnes, alors, c'est pas parce que la personne ne sent pas ou n'entend pas des bruits de ventre, ce genre de choses, que ce n'est pas efficace. C'est pas certaines personnes qui me disent mais est-ce qu'il faut y croire pour que ça fonctionne? Mais en fait, les résultats ils sont là à chaque fois. Ça peut prendre un peu plus de temps, ça reste une méthode douce. Mais certaines personnes ont une certaine finesse et ils me disent il y a des gens, c'est assez incroyable, ils ressentent vraiment sur quel organe je travaille alors que je suis copiée. Ouais, c'est fou. Et justement, j'allais rebondir en te disant que ça peut être aussi une porte, quand les gens sont ouverts, ça peut être aussi une porte vers plus de sensibilité, puisque tu écoutes encore plus ton corps et tu apprends à te connaître. Et Tout à fait. Mais ça permet une prise de conscience aussi. Ça permet de les reconnecter à leur corps aussi. Ouais. Et justement, là, tu nous parles de nous reconnecter à notre corps, et ça me fait penser à ce dont on parlait quand on préparait l'épisode d'aujourd'hui. Tu m'expliquais que tu te basais aussi sur la théorie du yin et du yang. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors la théorie du yin-yang, en fait, c'est vraiment de comprendre que le jour existe parce que la nuit existe, le chaud existe parce que le froid existe, et que justement, l'idée, c'est de retrouver l'équilibre entre les deux. Tout ce qui est yin, ça va être tout ce qui est plutôt la nuit, le froid. Le yang, ça va être le jour et la chaleur. Et en fait, en fonction du ressenti de la personne,
comment dire, la problématique, elle sera plutôt à dominante yin ou plutôt à dominante yang. Donc une personne qui aura plutôt des douleurs la nuit et que le froid va accentuer, elle sera plutôt à dominante yin. Si c'est plutôt la journée et qu'elle ressent de la chaleur à cet endroit-là du corps, ça sera plutôt à dominante yang. Et donc l'idée, avec la réflexologie, ça va être soit, en fait, c'est comme vraiment comme si on avait des verres remplis d'eau et qui soient plutôt en vide ou en excès. Et le yin et le yang cherchent toujours le juste équilibre, en fait. Donc s'il y a un excès de yang, on va essayer soit de le calmer, de l'apaiser, soit de ramener du yin, parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée d'harmonie et d'équilibre. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vrai que... Ça me paraît clair. C'est vrai qu'en Ayurveda, on parle aussi de ces notions-là dans le sens féminin-masculin. Tout à fait. Dans le sens féminin, ça va être la créativité, le masculin plus les projets, l'ambition. C'est comme ça que je le vois, mais c'est vrai que dans le corps, on parle de nadis. Je ne sais pas si vous parlez de ça aussi en naturopathie. Les nadis en Ayurveda, c'est les canaux du corps qui sont plutôt à droite ou à gauche, et du coup qui sont plutôt yin ou yang. Et le jeu, je pense qu'on peut voir ça comme un jeu, c'est justement de rééquilibrer tout ça, quoi. D'accord. Nous, on n'a pas de nadi. On a tout ce qui est... il y a les trajets de méridiens. Sur ces trajets de méridiens, il y a des points qui s'appellent des tsubo. Mais je sais, là, je n'ai pas assez de connaissances en Ayurveda pour savoir s'il y a un lien au niveau des points. Mais je sais que c'est deux pratiques très complémentaires et il doit y avoir certainement des similitudes. Ouais, tout à fait. On parle justement de méridiens et de points d'acupuncture. Donc, il y a carrément un lien. Ah, oui, d'accord. Mais ce qui est bien justement avec ta formation, c'est que tu as le mérite de t'être formé à plusieurs endroits. Tu parlais justement des méridiens. Tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que les méridiens? Alors, un méridien, c'est un peu comme une route où l'énergie va circuler. Donc, il y a des méridiens à la surface de la peau et il y en a qui ont un trajet interne. Et en fait, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur et l'extérieur. Quand une émotion, par exemple, est trop répétée, trop intense et pas vécue de façon, on va dire, équilibrée, eh bien, on aura des douleurs ou des stagnations vraiment sur des points précis de méridien. Et donc ça, je le travaille quand je fais mes séances de réflexologie. Je fais de la digitoponcture. Donc ça veut dire que je sollicite les points de méridien avec mon pouce. Un acupuncteur, lui, le fera avec l'aiguille. Moi, c'est avec le pouce, donc d'où le mot digitoponcture. Donc pour que vraiment tout soit en mouvement, parce que tout est mouvement en fait. Ouais, tout à fait. Et j'ai cru aussi comprendre que tu te basais sur la théorie des 5 éléments, c'est ça? Oui, tout à fait. De quelle façon? Alors, donc là c'est pareil, c'est vraiment la partie qui est reliée à l'énergétique chinoise, donc on se base sur les préceptes de la médecine chinoise. Donc les 5 éléments, en fait, tu as le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Dans chaque élément, en fait, en Chine, ils ont rangé des couples d'organes. Donc, dans le bois, tu auras le foie et la vésicule biliaire. Donc, tu remarqueras qu'à chaque fois que c'est un couple, et donc, qui dit couple dit yin et yang. Ok. Le foie est plutôt yin et la vésicule biliaire est plutôt yang. L'un protège l'autre. Le yang protège toujours le yin parce que le yin, c'est l'organe vital, en fait. La vésicule biliaire protège le foie. Et comme ça, en fait, ils ont répertorié. Donc, dans chaque... donc, on a l'élément, on appelle ça aussi une loge. Ok. Et donc, dans chaque loge, tu as donc deux organes. Donc, on dit organe entraille dans chaque élément. Et en fait, moi, quand je fais ma réflexologie, je fais ce qu'on appelle un toucher à l'aveugle. En fait, je teste les zones réflexes pour voir si justement c'est en excès ou en vide. Et l'idée est va être de relancer donc l'énergie, parce que donc, dans ces 5 éléments, tu as des cercles. Tu as un cercle qui a un cycle qu'on appelle nourricier. Donc le bois nourrit le feu, parce qu'on met en lien avec les éléments, donc ça permet de comprendre la logique qui va d'une loge à une autre. Donc le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal nourrit l'eau et l'eau nourrit le bois.
Et ça permet, dans le I Ching, c'est le document de base de la médecine chinoise. En fait, c'est expliqué par des toutes petites phrases. Par exemple, tu auras l'eau des reins nourrit le bois du foie. Mais en même temps, il calme le feu du cœur. Parce que tu as donc le cycle nourricier qui est en rond, et en même temps, tu as un cycle de contrôle qui, lui, est en étoile. Et donc, en fait, moi, dans chaque protocole que je fais en réflexologie, on ne va pas nourrir une loge qui est déjà, comme si je reprends l'image du verre d'eau qui déborde, je ne vais pas venir en rajouter. Donc, je vais soit calmer et du coup disperser cette énergie, ou en donner et apaiser. Donc, chaque protocole, en fait, chaque réflexologie est différente parce que je vais justement me baser de cette théorie des 5 éléments pour harmoniser et équilibrer qui est vraiment le juste milieu dans chaque élément, dans chaque Ouais. loge. Une théorie qui a l'air bien complète, ça rappelle que, comme tu disais tout à l'heure, tout est interconnecté, quoi. C'est comme par exemple, une fois je me suis fait mal au doigt de pied, au petit doigt de pied, on se dit qu'il sert à rien, mais c'est comme tout dans le corps, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tout le reste a du mal à suivre. Tout à fait. Et quand on vient de voir, est-ce que c'est possible de ressentir directement qu'il y a un problème à cet endroit-là et de venir te voir en te disant, je suis sûr que c'est là, et dans ma tête et dans mon corps, je ressens que c'est là, et peut-être que je vais venir te voir et te dire, faut travailler ça, et toi tu vas me dire, enfin, tu fais comment quand tu es en face de... Ma question n'est pas très claire, mais comment tu fais quand tu es en face de quelqu'un qui est sûr d'avoir la réponse et que toi tu arrives avec quelque chose d'autre? En faisant des liens. Je vais lui expliquer en faisant les liens justement, en expliquant, j'aime bien expliquer aux personnes, pas donner des recettes toutes faites ou je vais faire une réflexo et ça va passer. J'aime bien expliquer, je prends toujours un peu le temps éventuellement de faire les 5 éléments et d'expliquer, de mettre en lien avec, les organes et heu et les personnes, elles comprennent en fait. Parce que comme en fait, c'est logique, c'est compliqué mais c'est très logique cette théorie des 5 éléments et heu et ça permet, la personne après elle prend rapidement conscience en fait, ça par le questionnement, ça leur paraît, ils comprennent en fait. Je ne sais pas Hmm. si c'est clair aussi du coup, Je pense que si. Mais ouais, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses, mais je comprends ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que certaines personnes te demandent s'il faut absolument y croire. Parce que c'est vrai que faut être ouvert d'esprit, quoi, au final. Euh, Peut-être. Alors moi j'aime beaucoup, quand j'ai fait ma formation à l'époque, mon premier mon 1er cas, enfin entre guillemets, mon premier volontaire on va dire, c'était mon papa. Et mon papa est très terre à terre et il me dit: «Fais ce que tu as à faire, je te fais confiance». Pardon, j'ai un peu la voix. Donc mon papa me dit: «Voilà, je te fais confiance, mais aucune connaissance dans ce domaine-là, aucun». Il me dit il fait beaucoup de vélo, il me dit: «Et j'arrive pas à plier mon genou, ça fait, plusieurs, heu, plusieurs jours, j'arrive pas du tout à plier mon genou, j'arrive pas à me mettre accroupi». Et bon, donc moi je débute, je dis: «Bon, ben, je teste» et je commence à faire la réflexologie. La séance finie, mon mari arrive et donc mon père lui raconte, voilà, pour lui, il a fini, il m'a rendu service et c'était fini. Et en fait, il regarde mon mari et il lui dit: «Bah, tu vois, j'arrive pas à faire ça». Et là, je vois mon père qui se met à genoux et qui regarde mon mari avec étonnement et qui dit: «Bah», alors je vais te dire la version polie: «Zut!» parce que c'est pas ce qu'il a dit. Ouais. Il dit: «Bah, tu vois, ça, il y a 1 heure, j'arrivais pas à le faire». Alors, à chaque fois, je prends cet exemple-là parce que pour moi, c'était le parlant. Même moi, entre guillemets, je tâtonnais, je débutais, donc je savais pas trop. J'avais pris cette logique et c'était vraiment le cas d'école. Et mon papa, qui connaissait pas encore et ça a été, il n'arrivait pas et ça a été débloqué, quoi. Hmm. Donc, il y a pas, c'est pas entre guillemets, je veux dire, c'est pas une religion. Il y a pas une notion de croire ou de pas croire. Ouais. Mais ça amène, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça amène je sais pas, une conscience peut-être un peu enfantine dans le sens ouverture d'esprit et puis peut-être voir la chose un peu, voir la vie un peu plus facilement.
Parce que quand on se dit, ouais, les choses sont simples au final. On y met quelque chose de compliqué derrière, mais les choses sont très simples. Tout à fait. Et puis, c'est important aussi de prendre conscience que notre corps nous parle. Hmm. Quand on a mal à un endroit, c'est pas pour rien. Ouais, c'est C'est clair. pas pour rien. C'est ou une émotion, ou moi je me rappelle, je suis formatrice aussi dans une école de naturopathie. Une de mes élèves qui me dit ça fait 6 mois, j'arrive plus, j'ai plus d'appétit, j'arrive plus à manger, alors que j'étais une bonne vivante, je comprends pas. Et donc, en médecine chinoise, en énergétique chinoise, on va penser à la digestion de deux façons. Tu as la digestion du bol alimentaire, mais tu as aussi la digestion de l'information. Et donc, cet élève, je lui dis, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose que tu n'as pas digéré il y a 6 mois? Et là, elle me dit, mais oui, on devait acheter une maison avec mon mari, et pour X raisons, ça s'est pas fait, et ça m'est passé sous le nez. Je dis, ok, donc moi je fais le lien avec mes points de méridien. J'ai travaillé 2 points. Le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, Christelle, j'ai juste envie de pleurer. J'ai retrouvé l'appétit. Hier soir, j'ai pu manger, et c'était passé, quoi. Donc, c'est important du coup d'analyser, et parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans une routine et une habitude. On avance. Les émotions, souvent, on les écarte, ou alors, faut pas être triste, faut pas être en colère. Les émotions, on pourra revenir dessus après, mais c'est vraiment important d'être à l'écoute et d'être en conscience de chaque moment, en fait. Ouais. On se dit toujours qu'il y a un souci forcément dans son corps, mais comme tu le dis très bien, il y a d'autres choses aussi qui sont autour de nous. On a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a nos interactions avec les autres. Tout ça, ça fait un lien avec, ça refait un lien aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où tout est relié, tout est connecté. Donc on ne peut pas traiter une chose sans traiter l'autre. Exactement. Mm. Donc tu parlais des émotions. C'est vrai que moi, ça me refait faire un lien avec les éléments, c'est que si les éléments en nous sont pas équilibrés, c'est nos émotions qui vont en pâtir. Oui, et l'inverse, c'est juste aussi. Dans quel sens? C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que, alors, je vais prendre l'exemple du bois. Donc, le bois, on est d'accord, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est le foie et la vésicule biliaire. Et en fait, dans l'énergétique chinoise, ils ont associé une émotion à chaque loge. Donc, le bois, c'est foie, vésicule biliaire, et c'est la colère, entre autres, mais surtout la colère. Donc, ça veut dire que, dans un sens, je vis la colère, mais je ne sais pas, on m'a pas appris à comment vivre cette colère, à comment l'accepter, comment l'appréhender, entre guillemets. Euh, Ça va faire stagner mon énergie. Alors, il y a deux façons de vivre la colère. Soit c'est vraiment l'explosion, c'est la personne qui va envoyer tout bouler, qui va dire merde quand ça va pas, ou tu as la personne qui va tout intérioriser et qui va vraiment tout garder pour elle, et la colère, là, elle va vraiment se retourner contre elle. La colère, à ce moment-là, elle va bloquer le foie. D'accord? Donc là, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Mais à l'inverse, quelqu'un qui a tendance à boire un peu trop d'alcool, quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments, va saturer son foie par l'intérieur. Et du coup, cette personne aura plus de facilité à se mettre en colère aussi, et à mal gérer sa colère. Je ne sais pas si tu comprends du coup Ouais, tout à l'interaction fait. dedans, dehors, dehors, dedans. Et du coup, après, il y a des signaux aussi, parce que je pourrais en parler des jours, mais dans cette même loge bois, tu vas associer aussi tout un système physiologique. Donc, tu auras tout ce qui est tendons, les articulations. Quelqu'un qui est tendu, coléreux et colérique, souvent il va avoir mal au genou, il aura mal au trapèze, parce que c'est les trajets de méridien. Voilà. Donc, c'est vraiment une approche, une vision globale de l'humain, et il y a vraiment cette interaction de dehors, dedans, dedans, dehors. Quand tu parles, quand tu fais ce parallèle entre quelqu'un qui va boire de l'alcool et prendre des cachets et quelqu'un qui va être souvent en colère ou ce genre de choses, les deux penchants que tu expliquais, est-ce que tu penses qu'il y a une perfection qu'on peut trouver? Est-ce que tu penses qu'il y a un équilibre ou une meilleure façon de faire dans... Pour toi, où est le juste milieu? Est-ce que c'est mieux d'extérioriser sa colère ou est-ce que c'est mieux de l'intérioriser? C'est ça ma question. Où est, où est le juste milieu? Comment est-ce que tu vois les choses?
Où est le juste milieu, en Alors, fait? justement, l'idée, c'est de trouver le juste milieu parce que ce que je t'ai expliqué, en fait, c'est ou l'expression d'une colère plutôt yang, celle qui va sortir, qui va exploser, ou l'intériorisation qui sera plutôt yin. Et en fait, l'idée, c'est que, d'ailleurs, c'est le signe du Tao, tu sais, c'est la virgule noire qui est enchevêtrée dans la virgule blanche. Et on a un point noir dans le blanc et un point blanc dans le noir. Ça veut dire que dans le yin, il y a toujours un peu de yang et de yang, toujours un peu de yang dans le yin. Je ne sais pas si j'ai pas dit deux fois la même chose. Et donc, l'idée, c'est de trouver le juste milieu. La colère, c'est une émotion. Les émotions, c'est sain, c'est normal et c'est même vital de les ressentir. L'idée, c'est de la comprendre et de ne pas l'ignorer. Donc, il y a une partie compréhension et il va y avoir une partie aussi énergie vitale. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand je te parlais du I Ching avec les petites phrases. L'eau des reins nourrit le bois du foie. Si je vois une injustice, s'il y a quelque chose, souvent la colère, ça va mettre en relation avec nos valeurs. C'est nos valeurs qui ne sont pas respectées. Donc, si je vois une injustice, c'est normal de se mettre en colère. Maintenant, c'est de quelle façon je vais me mettre en colère. Donc, l'intérioriser, c'est presque, entre guillemets, la plus dangereuse pour soi-même. Parce qu'on va créer une stagnation d'énergie et à long terme, c'est ce qui peut nous être le plus autodestructeur. Par contre, de le verbaliser, de dire « mais je suis en colère ». Là, mes valeurs ne sont pas respectées, cette situation ne me convient pas. Ça serait la voie du juste milieu. Par contre, l'explosion, j'aime bien prendre faire la symbolique avec... il y a toute une parabole, un proverbe chinois autour de ça par rapport à la colère. C'est quand tu prends un clou et que tu le plantes dans une planche. Donc ça, c'est quand tu dis des mots qui vont blesser la personne. Après, tu t'excuses, tu enlèves le clou. Tu demandes pardon, je me suis emportée. Mais la planche garde la cicatrice du clou. Donc le mal que tu as fait, il est fait, même si tu as demandé pardon et que tu regrettes. Donc en fait, l'idée de la colère, c'est de ne pas blesser la personne qui est en face, mais en même temps de se respecter et d'être dans ses valeurs et de ne pas intérioriser et garder ça pour soi. Et ça, on peut le faire quand on a une bonne énergie vitale, quand l'eau des reins peut nourrir correctement le bois du foie, parce que un bois qui est sec va s'enflammer rapidement, donc une grande montée de la colère. Alors qu'un bois qui est nourri au juste milieu, eh bien, on sera plus apte à avoir ce raisonnement, à avoir ce questionnement, à se dire mais pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui se joue dans cette situation? Et à ce moment-là, de verbaliser, mais en étant dans le respect de soi et de l'autre. Mm. J'aime beaucoup cette image du clou dans la planche de bois. Ça parle beaucoup, je trouve. Après, on peut aussi très bien, si on en a besoin, aller crier dans la forêt et puis on revient quand on est calmé pour extérioriser ce qu'on reçoit plus facilement, ce qu'on ressent plus facilement. Mais ça me fait penser, du coup, tu le dis très bien, on a besoin d'être en équilibre pour pouvoir gérer ses émotions. Si on n'est pas en équilibre et qu'on gère pas sa vie quotidienne facilement et sainement, on va dire, forcément derrière, ça va en pâtir. Tout à fait. Et du coup, pour faire le deuxième, compléter avec le deuxième exemple qu'on prenait tout à l'heure par rapport à l'alcool qui peut saturer le foie, là c'est pareil. C'est toujours une question de juste milieu. Je ne vais pas dire aux personnes de ne pas du tout consommer d'alcool, mais d'avoir un alcool festif. Donc, c'est-à-dire de temps en temps, avec modération. Et bien sûr qu'il faut se faire plaisir. En fait, c'est avoir de la régularité et dans cette régularité, avoir de l'irrégularité. Ouais. Et c'est là où on trouve le juste milieu, en fait. Est-ce que tu es d'accord dans le fait que tout en excès est mauvais? Oui. On est d'accord. Même de l'eau ou de la nourriture va être mauvais en excès dans le corps. Comme tu parlais du verre d'eau qui déborde, c'est un peu ça l'image. Tout à fait. C'est comme la diététique, de toujours, moi, mes consultants, j'essaye justement de leur conseiller le juste milieu. Parce que si je suis toujours dans du bio à 100% et que je ne me fais jamais plaisir, qu'au final, on arrive toujours à avoir une sorte de contrainte. Et la notion de plaisir reste importante. Donc, c'est comme une voiture. Une voiture, si tu roules tout le temps à 50, elle va s'encrasser. Notre corps, c'est notre seul véhicule qu'on a toute notre vie. Donc, si on est toujours en bas régime, eh ben, ça s'encrasse. Donc, de faire une petite pointe de temps en temps sur l'autoroute pour décrasser et puis que les organes, ils savent un petit peu qui peuvent toujours fonctionner et relancer un peu la machine, ben, ça fait pas de mal.
Donc, c'est vraiment l'idée de trouver ce juste équilibre au niveau de l'alimentation, au niveau de la gestion des émotions et aussi, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de l'énergie. L'énergie, c'est vraiment important de recharger ses batteries quotidiennement. Souvent, on va dire vivement le week-end que je puisse enfin me reposer, vivement les vacances que je puisse enfin me reposer. Mais en fait, ça veut dire que du coup, on accumule de la fatigue, on accumule du manque. Et ça veut dire que l'énergie, elle sort et on ne prend pas le temps de la faire rentrer, de recharger ses batteries réellement. Et ça, les médecines chinoises disent très bien. C'est en fait, et j'aime beaucoup cette image, c'est que dans l'idéal, il faudrait vivre chaque journée comme si c'était une vie entière. Donc ça veut dire du temps de repos, du temps de travail. Et encore, le travail, ça ne devrait pas être du travail, ça devrait être du plaisir et s'amuser, s'épanouir. Et ensuite, du temps pour moi, pour la dimension sociale et tribale, et pour prendre soin de moi. Et donc, ça veut dire aussi recharger ce qu'on appelle la batterie des reins, avoir vraiment de l'énergie pour vivre cette journée vraiment dans la loi du juste milieu, quoi. Ouais. C'est super intéressant ce que tu nous partages là. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir même des énergies qui viennent du passé, d'il y a 20 ans par exemple, qui sont encore en train d'influer sur nous? Qu'est-ce que tu entends d'il y a 20 ans Bah, par exemple, une dispute que j'ai eue il y a 20 ans et qui est encore en train, que j'ai pas réussi à digérer, qui est encore en train d'influer sur moi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, dans le sens où si cette dispute, toi, tu n'es pas OK émotionnellement avec et qu'elle tourne toujours en boucle dans ta tête, forcément, ça va entraîner des répercussions sur le corps. D'où la notion de pardon. D'où la notion de pardon. Du juste pardon, le vrai pardon. Ouais. Le pardon envers l'autre et le pardon envers soi. Mm. Et ça, c'est l'une des clés de la gestion de la colère, le pardon. Et il me semble que tu n'as pas encore mentionné le travail de quelqu'un, sa carrière. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas épanoui dans son travail peut réellement avoir une vie saine et équilibrée? Quelqu'un qui n'est pas épanoui dans son travail, eh bien, l'idée, ça va être on va revenir sur la notion de valeur et de besoin. De quoi il a besoin, quelles sont ses valeurs pour que son travail devienne intéressant pour lui. Quel bénéfice il a dans ce travail. Et donc là, ça va vraiment être tout un questionnement et une réflexion et on en revient à ce dont je te parlais tout à l'heure, à la conscience, à l'instant présent. Ouais. Qu'est-ce que ce travail, de toute façon, où le travail est en accord avec ses valeurs et ses besoins. Ça peut être d'ajouter de la musique, ça peut être de le rendre ludique d'une certaine façon quand cela est possible, le travail. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et après, ça peut être aussi qu'est-ce que ce travail me permet de valoriser. Est-ce que ça peut être du temps de qualité en dehors du travail aussi, parce que le taux horaire est intéressant et du coup, en dehors, je peux m'épanouir, profiter de ma famille, profiter de mes activités pleinement. Donc en fait, voilà, encore une fois, on revient à la notion du juste milieu. Ouais. De ne pas voir que le négatif, parce que de toute façon, s'il y a du négatif, il y a forcément du positif. Et comment ramener du positif dans ce négatif. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça laborieux de toujours essayer de trouver le juste milieu au final. J'entends beaucoup parler aujourd'hui de thérapie brève. Et j'ai l'impression, en tout cas moi, que beaucoup de gens voudraient que les choses soient magiques et que les choses arrivent en une seule séance, mais ça ne peut pas marcher comme ça, puisque la vie ne marche pas comme ça. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Tout à fait. C'est souvent, je demande à mes consultants s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils feraient? Et justement, c'est un peu ce qui ressort. C'est vraiment que ça change en un claquement de doigts, mais on ne se construit pas en un claquement de doigts. Et tant mieux. Et tant mieux. Et puis, en fait, c'est apprendre à se connaître. Et apprendre à connaître quelqu'un, ça demande du temps, mais apprendre à se connaître soi, ça en demande encore plus. Oh, que oui. Mais c'est comme les études, on peut pas. Tout est un apprentissage. Je réussis à faire des fractions parce que j'ai réussi avant à faire des maths quand j'étais petit. Donc, Exactement. Exactement.
On a appris à marcher à quatre pattes avant de marcher debout, et puis on a appris à marcher avant de courir, et tout demande du temps. C'est comme l'image de la fougère et du bambou. La fougère, elle va pousser très vite, elle va avoir de très belles feuilles, très vertes, alors que le bambou, lui, il mettra 5 ans, mais parce que lui, il va pousser très vite d'un coup, mais parce qu'en fait, il travaille en profondeur. Il a besoin d'avoir des racines solides pour pouvoir après s'élever et pousser. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir des bonnes bases, d'être bien ancré de prendre le temps de pousser. Ok, oui. Et puis le bambou met beaucoup de temps avant de pousser. Mais ouais, j'aime bien cette image, mais ça fait penser aussi à la gestion des émotions, au pardon, à ce genre de choses. C'est que c'est des choses qui peuvent pas prendre juste 5 minutes. Comme une rupture, par exemple, on peut pas en être remis du jour au lendemain. Il faut accepter ce qu'on ressent, il faut accepter que les choses prennent du temps, et même peut-être accepter qu'on ressent pas tout au début, et que les répercussions arrivent au fur et à mesure, elles arrivent plus tard, et s'accepter soi et les événements qui nous arrivent au Mm. final. Les émotions, c'est un peu les messagers du corps. Une émotion, si je la ressens, c'est que j'ai un message à écouter. Et j'allais dire, le problème, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans une génération où on nous coupe de nos émotions. Mais c'est normal et c'est juste de ressentir des émotions. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors, le piège, c'est de ne pas s'identifier à l'émotion. Souvent on entend je suis en colère. Non, je ne suis pas, je suis Christelle, mais une partie de moi ressent de la colère. Parce que le message qu'il y a derrière, c'est mes valeurs qui n'ont pas été respectées. Et en fait, du coup, d'avoir ce cheminement, ça nous permet de prendre une position un peu méta, de prendre de la hauteur et de devenir un petit peu spectateur aussi de ce qui se passe et de ce qui se joue. Et ça permet de prendre du temps pour réfléchir, comme on disait, par rapport à la colère, de ne pas exploser, de dire les choses de façon posée et pondérée. Et voilà, et comme tu disais par rapport à une séparation, si on ressent de la tristesse, c'est normal aussi. Mais c'est pareil. L'idée, ça va de se donner un temps pour vivre cette tristesse. D'accord, je vis une période où je ressens de la tristesse. Je vais lui laisser un temps parce que voilà, je pense que j'ai besoin de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour la laisser vivre cette tristesse et pas la refouler. Parce que la tristesse, si je fais le lien encore avec les méridiens et les organes, en fait, chaque émotion a une façon de faire circuler l'énergie dans le corps. La tristesse, par exemple, elle va faire stagner l'énergie. Donc, si je vis cette tristesse trop longtemps et que je reste là-dedans, ben, l'énergie va stagner et comme tout doit être en mouvement, et ben, ça va vraiment forcément avoir des répercussions sur mon corps et mon Mm. bien-être. Je me souviens d'une fois, il y a quelques temps, où je m'étais dit, mais je ressens ça, j'ai envie aujourd'hui qu'on me fiche la paix, en fait, pour être poli. C'est comme ça, et puis voilà, je l'accepte, et puis j'ai envie aujourd'hui d'être un peu triste ou de pas faire grand-chose, j'accepte aujourd'hui que c'est comme ça, et demain ce sera différent. Après, ça me refait penser aussi à ce que tu disais. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien essayer d'avoir de l'équilibre, mais du coup, à force d'essayer, je pars trop dans la perfection. Du coup, c'est là où je dois travailler, c'est là où il faut que j'apprenne, et c'est là aussi où j'ai appris à me connaître et où j'évolue. Mais tu parles tout à l'heure du proverbe chinois qui dit qu'il faudrait vivre une journée comme une vie entière. Du coup, j'aurais l'impression de gâcher ma vie dans ce cas-là si je vis ma journée que à être triste, à choisir d'être triste. Mais évidemment, c'est facilement dit, mais voilà quoi. Alors ça, si je peux rebondir dessus, euh, les émotions, c'est juste passionnant. Mais ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que l'émotion, elle est pas unique. D'où le questionnement. Si je ressens de la tristesse, pourquoi je ressens de la tristesse? C'est peut-être parce qu'il y a eu de la joie avant. C'est vrai. Donc l'idée, c'est d'arriver à se dire, ah ouais, mais ok, je suis triste, mais je suis triste parce qu'il y a eu de la joie. Maintenant, à combien est-ce que je suis plus triste? Est-ce que je suis plus joyeux? Enfin, Et après, tu as toujours la notion de choix, pardon. Tu as toujours la notion de choix.
tu peux choisir, ok, mon émotion elle est double, j'ai de la tristesse, mais j'ai aussi de la joie. Ben, je choisis aujourd'hui de plus ressentir la joie. Je choisis la joie. Mm. Et même pour en revenir aux 5 éléments, donc, comme je te disais, tu as un cycle en rond et un cycle en étoile, où je te disais l'eau des reins contrôle le feu du cœur. Ça marche aussi pour les émotions. C'est-à-dire que, je vais reprendre encore l'exemple de la colère, mais je rebondis là-dessus parce que la colère et la tristesse sont liées. Quelqu'un qui... C'est pas moi qui suis en colère, mais la personne en face de moi est en colère et elle n'arrive pas à gérer cette colère. Si je reprends la théorie des 5 éléments, le métal, qui est lié donc poumon, gros intestin, le métal va contrôler le bois. Et l'émotion liée au métal, c'est la tristesse. Une des émotions. À l'image d'une hache qui va tailler un tronc d'arbre. D'accord? Donc vraiment, voilà, on a cette notion de contrôle. Donc l'idée, ça va être, cette personne qui est très en colère, qui n'arrive pas à gérer son émotion, eh ben de l'amener à ressentir de la tristesse. Par un questionnement, par voilà, développer un ressenti qui va la ramener à ressentir de la tristesse, ce qui permettra de canaliser cette colère. D'ailleurs, ça se voit souvent chez les enfants, ou même quand tu disais tout à l'heure de partir crier dans la forêt. Alors, je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Je me suis autorisée. Il a fallu 40 ans. Et honnêtement, en général, tu te rends compte, tu passes de la colère aux larmes. Ça veut dire que tu es revenu dans le cycle. Tu n'as pas laissé cette colère toujours s'enflammer. Tu l'as calmée tu l'as laissé s'extérioriser et maintenant, tu as laissé place à la tristesse. Donc, en fait, voilà, tu as vraiment tout des échanges et vraiment de comprendre que l'émotion n'est pas unique. Ça, je crois que c'est vraiment une des clés. Tu parlais de choix tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit j'ai pas le choix de ressentir ça aujourd'hui? Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le choix. Ben, en fait, là, on va arriver à parler d'intelligence émotionnelle. Tu as une échelle d'intelligence émotionnelle et tu as des personnes qui sont vraiment coupées en fait, de leur ressenti émotionnel. Donc là, en fait, je leur poserai beaucoup de questions et on parlera plutôt des ressentis. Et donc, pour amener à vraiment une définition peut-être un peu plus intellectuelle, et par là, les amener à se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs... Avant même d'avoir de la notion de choix, c'est de se rendre compte qu'il y a plusieurs émotions. Et forcément, si tu as plusieurs émotions, ça ouvre le choix. Hmm. Je te dis ça en pensant à quelqu'un en particulier qui va souvent répondre non, ça va pas, non, ça va pas, et j'ai pas le choix d'aller mal parce que je suis dépressif ou je me suis mis une étiquette sur le front et c'est comme ça. Rien que là, ça peut être un choix. Mais ce genre de personnes, des fois, bah, je voudrais leur dire, bah, essaye de choisir d'aller bien, mais, mais c'est aussi leur cheminement, évidemment. Donc, chacun son chemin et chacun prend le temps qu'il a besoin, mais ouais. Et alors là, je vais faire un lien un peu plus avec la naturo et le côté biologique. C'est les personnes comme ça, elles peuvent avoir aussi ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau des neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, c'est des neurohormones. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, la dopamine, sérotonine, acétylcholine, etc. Et en fait, d'où l'avantage d'avoir justement ces deux casquettes, naturo, réflexologue et aussi coach aussi, en fait, de venir rééquilibrer ces neuromédiateurs par l'alimentation, par la complémentation, parce que la personne, c'est possible en fait que physiologiquement, elle n'ait pas la capacité à aller mieux, à voir le verre plutôt à moitié plein. et voilà, donc c'est intéressant aussi ça c'est pareil, je fais des tests pour voir, j'ai un questionnaire, pour voir où peut être le déséquilibre. Parce que, et après, il y a toujours la notion d'énergie. Il faut que la personne aussi, elle ait l'énergie de voir le bon côté des choses. Si elle a les batteries à plat, ça sera compliqué pour elle. Évidemment. Donc, avant de dire regarde le bon côté, on va aller voir si elle a la batterie qui est bien rechargée et si physiologiquement, biologiquement parlant, elle a la capacité de le faire. Est-ce que tu as des plantes, par exemple, qui peuvent aider dans ce genre de choses?
En Ayurveda, par exemple, on peut parler d'antioxydants qui vont aider justement le corps à gérer les radicaux libres, comme on les appelle. Mhm. Mais est-ce que tu en as d'autres, toi, de ton côté? Ben, il y en a beaucoup. Alors, là, je vais mettre ma casquette prévention. Je ne donnerai pas de nom de plante, mais oui, il y a énormément de plantes, mais ça dépend de la problématique de la personne. Parce que si je prends un exemple, ne serait-ce que pour les plantes pour équilibrer le sommeil, moi je crois que j'en ai une quinzaine, Mhm. mais elles n'ont pas que la, la faculté d'équilibrer le sommeil, elles auront d'autres répercussions. Une plante n'a Ouais, pas qu'une fonction. Et donc en fonction de la problématique de la personne, j'irai choisir telle ou telle plante. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment des conseils personnalisés, et comme il y en a certaines qui peuvent avoir des contre-indications, des interactions médicamenteuses. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de vigilance aussi en fonction des conseils faits. évidemment. Est-ce que, je reviens sur la réflexologie, est-ce qu'on pourrait soi-même se faire des soins, des choses pour son corps, des petites routines qui seraient dispo pour aider à gérer les émotions et aller mieux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, d'ailleurs, ça sera le cadeau de la fin de séance, Hmm. de la fin du podcast. J'ai fait une vidéo de réflexologie. Donc, on appelle ça en douyin. Donc, ça veut dire automassage. Donc, la réflexologie, ce qui est important de savoir, c'est que c'est des zones donc réflexes. Donc, on en a au niveau des pieds, des mains et du visage. Et donc, là, sur la vidéo, ben, je montre, je fais. Alors, j'explique pas tout, où se trouvent les organes, etc., au niveau des mains, mais c'est un protocole déjà que les personnes peuvent faire. Et ça permet, comme on disait, hein, toujours, de se reconnecter à soi aussi. Ça permet d'apprendre à s'apaiser. Après, il peut y avoir des points de méridien à travailler en digitoponcture. Par exemple, un qui se trouve au niveau du sternum. C'est justement les personnes qui peuvent être oppressées émotionnellement, qui ont le souffle court. Vraiment, on vient solliciter juste là. Si c'est un peu sensible, l'idée, c'est de masser en petits cercles et de venir décoller la peau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un blocage là. Et voilà, ça peut être un point à travailler seul. Ouais. J'aime bien aussi donner des petits exercices de respiration pour que les gens soient plus en conscience de leur corps. Et en Ayurveda aussi, on parle d'automassage à l'huile Hum, qui sont super, qui permettent de prendre du temps pour soi et de justement d'être en conscience de son corps, parce que c'est super important, hein, comme tu le dis. hum. Et d'ailleurs, tu parles de respiration. Depuis tout à l'heure, je parle d'avoir de l'énergie et de remplir donc cette batterie. Et justement, le moyen le plus facile et le plus rapide pour se redonner de l'énergie, c'est justement la respiration. C'est prendre le temps de faire 10 minutes de méditation, pas plus. 10 Ouais, minutes de méditation bien guidée par jour, ça équivaut à 3 heures de sommeil. Donc quand on part du principe que du moment où on se lève, l'énergie sort parce on est en mouvement et le mouvement c'est yang, ça sort. Donc l'idée c'est d'après de reprendre de l'énergie, donc juste de s'allonger 10 minutes et de faire de la respiration consciente. Bon après je pourrais donner encore beaucoup d'autres conseils par rapport à la respiration, mais déjà ne serait-ce que celui-là, de faire un stop dans la journée, de se poser. Alors l'idéal ça sera après le repas du midi parce que la digestion du bol alimentaire prend beaucoup d'énergie. Et puis on est à midi, c'est l'heure du yang. Donc après, ça permet de finir la journée en rechargeant. Euh, voilà, mais vraiment, la respiration consciente, c'est l'une des bases de la prévention, en tout cas en médecine chinoise. Les méthodes Yang Sheng, ça s'appelle. ok, super. J'ai hâte d'essayer cette technique dont tu nous as parlé, du coup. Mhm. Donc tu nous disais, tu as prévu une vidéo que les gens pourront récupérer sur les notes de l'épisode. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Voilà, une petite vidéo d'automassage en réflexologie palmaire. J'ai choisi un protocole qui conviendra à tout le monde, justement, au vu de la période. Justement, un protocole pour venir un peu, comme je vous disais, recharger cette batterie des reins. Super, génial. Merci beaucoup, Christella. Je t'en prie. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils te cherchent? Alors, moi, j'ai mon compte Facebook, Écrit ta santé. J'ai mon site internet aussi, écritasanté.fr. Voilà, sinon, moi, je suis dans le 04, les Alpes de Haute-Provence. Mhm. J'ai mon cabinet donc à Saint-Auban.
Et je consulte aussi en visio. Donc, voilà, ils peuvent prendre contact via ces biais-là. Super. En visio, tu arrives à faire autant qu'en présentiel ou pas du tout? Euh, En toute franchise, c'est pas la même chose. Ouais, Euh, j'imagine. Parce que on peut faire comme cette vidéo justement de l'automassage. Le lâcher prise et reste différent. J'ai l'impression que ça reste quand même moins intense que quand c'est moi qui pratique sur la personne. Croyance ou pas, je sais pas. Mais oui, dans l'ensemble, je fais en sorte que les personnes elles aient la même séance, mais c'est vrai que c'est pas moi qui pratique. Ouais, C'est elle forcément. qui pratique sur elle-même. Super, eh bien, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent y accéder facilement. Ça marche. Eh bien, écoute, Christelle, merci énormément. J'étais vraiment très, très content de t'accueillir. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter de nouveau dans le cadre du podcast. Avec grand plaisir. Merci à toi. J'ai vraiment adoré ce podcast. C'était top. Merci beaucoup. Super, merci, à bientôt. À bientôt. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et on aurait encore pu continuer longtemps comme ça. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a encouragé à cultiver la santé et l'équilibre dans ta vie quotidienne. Si tu souhaites nous contacter pour nous faire part de tes impressions, n'hésite pas. On sera ravis de te répondre. Et si tu veux récupérer la vidéo que Christelle t'a concoctée, tu peux aller à bengananda.com/17. Tu trouveras toutes ces infos dans les notes de l'épisode. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.